Alors, bienvenue à la mise à jour de l'équipe de santé publique de Dimanche. Je suis Devika Dixit et je suis un consultant avec Dimanche. Cette présentation est aussi disponible en anglais et c'était présenté par Jamie Jablanowski. Pour cette présentation, c'est en français, c'est le guide de prévention et de contrôle des infections pour les activités de vaccination de COVID-19. Pour le plan de la présentation, je commence avec des principes généraux clés de la PCI dans le contexte de COVID. Puis, je parle des phases de préparation et de planification, et puis les phases opérationnelles. Et au fin de la présentation, je partage des autres ressources. Alors, l'aide-mémoire ici de l'OMS, c'est un document important et ça vraiment, c'est pour les directives PCI pour le COVID-19 et ça parle des activités de vaccination aussi. Alors, c'est divisé en trois et la première partie, c'est le principe généraux clé de la PCI, puis la phase de préparation et de planification, et dernièrement, la phase opérationnelle. Alors, c'est important de comprendre des précautions standards, c'est pour tous les patients et à tout moment. Alors, quand on est dans une clinique de vaccination, les précautions standards sont très importantes. Et ça inclut des choses comme la hygiène des mains, l'équipement personnel individuel, la prévention des blessures par tranchant ou des aiguilles, à le nettoyage et l'élimination des déchets. Mais en addition, il y a des précautions supplémentaires pour le COVID-19. Alors, les agents de santé ont besoin d'une formation spécifique de la prévention, de la contrôle des infections pour administrer le vaccin COVID-19 en toute sécurité. Et je parle de ça dans cette présentation et il y a aussi d'autres ressources que je vais vous expliquer à la fin de la présentation. En addition de les agents de santé qui ont besoin d'informations, le public a aussi besoin de messages spécifiques concernant les messages de prévention des infections. Et c'est par exemple avec des affiches ou des panneaux et tout ça. L'environnement pour la vaccination doit être propre et bien ventilé. La gestion appropriée des déchets est aussi importante. Et on a besoin d'un espace adéquat pour permettre une implantation correcte de mesures de la PCI. Et puis, on doit suivre les directives nationales et de l'OMS aussi. Alors, pour le recrutement, c'est bien important d'assurer qu'on a désigné un point focal de PCI pour la location qu'on va donner le vaccin. En addition, veillez que les personnels de la clinique soient en nombre suffisant pour pouvoir prendre des mesures de prévention des infections. Alors, on doit aussi identifier le personnel chargé de dispenser la formation sur la PCI aux personnes impliquées dans les activités de vaccination, mais ça, c'est pas juste les individuels qui vont donner le vaccin, mais c'est des autres gens, les nettoyeurs, les agents de contrôle et tout ça. Tous ces gens-là doivent comprendre le PCI. On veut identifier les agents de santé pour la supervision des activités de vaccination et le suivi des pratiques PCI. Alors, si on voit quelque chose qui n'est pas correct, on doit
donner le retour d'informations en temps réel pour qu'on peut changer si on a fait quelque chose qui n'était pas correct. Alors, pour l'orientation, développer et mettre en œuvre des procédures opérationnelles standards qui sont claires pour la vaccination de COVID-19. Et il y a beaucoup de choses qu'on doit assurer là, et je vais expliquer ça un peu. C'est la politique de dépistage des signes et symptômes de COVID-19 chez le personnel et les patients avec des critères d'exclusion clairs. Des mesures PCI clés à prendre par toute personne se trouvant dans la zone de vaccination. Les mesures PCI clés pour une administration sûre des vaccins de COVID. Après, on doit faire le nettoyage et la désinfection de l'environnement. La gestion appropriée des déchets, c'est également important. Et on va peut-être avoir une augmentation des déchets dans les activités de vaccins de COVID-19. Des rappels visuels, je vous montre ça dans une minute, mais c'est par exemple comment faire l'hygiène de main, l'hygiène respiratoire et les autres précautions standards. Matériel de formation de la personnel est important, les personnels de santé, et aussi le matériel éducatif pour le public. Alors, c'est des exemples ici, des rappels visuels. C'est en anglais, mais on peut faire des rappels en français aussi. Et c'est important parce que ça aide des gens à comprendre ce qui arrive dans la clinique. Alors, les contrôles, l'environnement, les contrôles techniques, c'est une partie très importante des PCI. Alors, on veut évaluer la disposition des bâtiments ou de la zone et s'assurer des points suivants. Et ça inclut une circulation piétonnière à sens unique. Alors, on ne veut pas que des gens vont partout, on veut qu'ils vont dans une direction claire et que c'est bien marqué les zones d'entrée et de sortie dans la clinique de vaccination. On a besoin de zones de dépistage adéquates. Et comme on a dit dans plusieurs instants, on doit assurer que la distance physique à moins de 1 à 2 mètres est toujours là pour tout individuel dans les zones. La ventilation, c'est aussi important et comme le OMS dit, c'est de 6 renouvellements d'air par heure. La zone d'observation post-vaccination doit aussi être équipée avec d'épinéphrine et tout ça, et on a parlé de ça avant aussi. On veut aussi assurer qu'on a suffisamment de nombre de postes d'hygiène de main. Et c'est important de mettre ça partout dans le espace qu'on va faire la vaccination. Et c'est pour les deux, c'est pour le public et aussi pour les personnels de santé. Alors, on peut mettre les postes d'hygiène de main dans des zones d'entrée et de sortie, dans des espaces d'entente et à chaque poste de vaccination. Et je vais vous montrer des photos de ça dans une minute. Utilise la signalisation, les affiches, les marquages au sol, les cônes et tout ça pour pouvoir le respecter, les mesures de la PCI. Ça aide les gens à respecter la distance de 1 à 2 mètres. Assurer qu'un espace adéquat est là pour le stockage, pour la préparation de le vaccin aussi. Alors, comme on dit, on veut une distance de 1 à 2 mètres et on veut placer des postes de vaccination dans la même distance. Alors, au moins 1 mètre est
idéalement, c'est 1 à 2 mètres. Et si on peut installer des barrières physiques entre des postes de vaccination, c'est aussi important et je vous montre une photo de ça dans 1 minute. Veuillez à ce que les zones de dépistage, les postes de vaccination et les zones d'attente soient suffisamment propres. Aussi, j'ai parlé de ça avant, mais la gestion des déchets, c'est important, y compris d'élimination sur des déchets, des objets tranchants dans chaque poste de vaccination. C'est ici en rouge le déchet d'objets tranchants. Alors, pour les exemples des contrôles techniques, vous pouvez voir ici, il y a 1 à 2 mètres entre les chaises et c'est de cette direction et dans l'autre direction aussi, vous pouvez voir, il y a beaucoup d'espace là et c'est bien pour avoir la distance physique. Puis, un exemple de contrôle d'ingénieur, c'est vraiment ici, vous pouvez voir, il y a une barrière ici. C'est une barrière physique et ça peut être nettoyé si on a besoin. Et il y a aussi, tout le monde ici porte des masques. Ce n'est pas vraiment un contrôle d'ingénieur, mais c'est aussi une bonne chose dans cette photo. On peut voir ici encore d'autres contrôles d'ingénieurs. On a des cônes ici. Vous pouvez voir la distance est aussi là pour tous les individuels et c'est très important de maintenir la distance. Encore ici, on peut voir les gens sont assis dehors du clinique. Alors, ils ne sont pas tous dans une chambre qui n'a pas beaucoup d'espace, ils sont dehors. Ça, c'est bon pour la ventilation. Et on peut voir les chaises sont probablement dans cette photo 1 mètre, mais 1 à 2 mètres, c'est bien. C'est juste une autre photo ici. Vous pouvez voir les espaces ici. Entre chaque station, il y a beaucoup de choses ici comme des cônes, les gens portent des masques. Encore, ce n'est pas tous les contrôles d'ingénieurs dans cette photo, mais c'est des choses qui sont faites proprement dans cette photo. C'est une autre photo ici. Alors, pour la liste de fournitures nécessaires pour la PCI, il y a beaucoup de choses ici et je vous lis ça. Alors, on a besoin des masques médicaux, comme on a dit avant, pour les gens de santé et pour les personnes à vacciner qui ne disposent pas de masque. Le EPI, c'est important et c'est les choses comme la protection des yeux, des gants et des blouses comme on a besoin. Mais comme on a dit avant, pour faire la vaccination, on n'a pas besoin des gants. Mais si on porte des gants, on doit changer pour chaque individuel qu'on fait le vaccin et on doit faire l'hygiène des mains. Alors vraiment, c'est le masque médical pour les gens de santé qui sont important, mais c'est aussi important d'avoir un peu d'EPI au cas qu'on a besoin. Le savon, de l'eau propre, des serviettes et tout ça, c'est aussi important. Et on a aussi besoin pour la solution hydroalcoolique pour les mains quand on n'a pas accès à l'eau et du savon. On a besoin de fournitures pour le contrôle de la température, des mouchoirs en papier, des poubelles et des sacs poubelles, des boîtes de sécurité de préférence résistance aux perforations et aux fuites, et des équipements de produits de nettoyage et désinfection, et des rappels visuels et des barrières physiques pour faciliter la séparation spatiale. Pour la phase opérationnelle, alors utilise une liste de contrôles quotidienne pour surveiller et garantir le respect de la PCI et des autres mesures de sécurité.
Faire passer un test de dépistage de signes et symptômes de COVID-19 à tous les membres du personnel et des personnes arrivant pour être vaccinées au début du service. S'il y a quelqu'un qui a des symptômes de COVID-19, on doit assurer que ces personnes ne sont pas dans la clinique parce qu'on veut isoler ces individus. Doit mettre en place un processus de planification solide pour les rendez-vous de vaccins afin d'éviter la surpopulation dans la clinique. Alors, c'est important d'assurer qu'on n'a pas trop de gens dans la clinique et que la distance physique est respectée. Parce que si on ne fait pas ça, en addition de porter des masques, il y a un risque que si quelqu'un a une infection ou est infecté, ça peut infecter d'autres. C'est aussi important de limiter à une seule personne le nombre de personnes qui accompagnent la personne qui se fait vacciner. Parce que encore, si on a plusieurs personnes qui sont là avec les autres personnes, ça peut faire de la surpopulation encore. Alors, pour l'hygiène des mains, pour tes clients, les gens qui viennent pour avoir la vaccination, c'est au moins d'arriver et quand ils départent la clinique. J'ai déjà dit qu'on veut des postes d'hygiène de mains fonctionnels partout dans la clinique, alors dans l'entrée et la sortie, mais aussi à chaque poste de vaccination parce que c'est pas seulement pour des clients ou des patients, des individuels qui viennent pour prendre le vaccin, mais c'est aussi pour les agents de santé qui assistent avec la vaccination. Alors, pour des personnels de santé, alors quand est-ce qu'on doit pratiquer l'hygiène de main? C'est quand on arrive dans la clinique, quand on départ, quand on met et retrait le EPI avant de préparer le vaccin et entre et après chaque administration de vaccin. Alors, c'est plusieurs fois qu'on doit faire ça. Alors, c'est la raison d'avoir la solution hydroalcoolique à place sur votre centre de vaccination. J'ai dit ça avant, mais si vous portez des gants, on doit laver les mains et changer les gants entre chaque patient, mais c'est pas du tout nécessaire. L'application de désinfectants pour les mains à base alcool sur les mains gantées est pas du tout quelque chose qu'on veut faire. Alors, on ne porte pas des gants et puis on met la solution hydroalcoolique sur les gants. C'est pas du tout ce qu'on fait. Si on porte des gants, on change chaque fois avec chaque patient et on lave les mains entre chaque patient aussi et quand on enlève les gants. Quand nous sommes dans la clinique, c'est préféré qu'on utilise la solution hydroalcoolique parce que c'est plus facile pour les logistiques, efficacité et de tolérabilité. Alors, c'est une photo ici, c'est en anglais, c'est vraiment, ça dit la même chose qu'on a juste vraiment parlé dans la diapositive avant, c'est quand on doit faire l'hygiène de main et c'est quand quelqu'un arrive et avant qu'on touche une personne, puis on fait l'injection et on fait encore l'hygiène du main. Alors, c'est juste une autre représentation de ça ici. Comme j'ai dit avant, l'équipement de protection individuelle, encore pour les personnes qui effectuent le dépistage, c'est un masque médical
et aussi pour les gens qui administrent le vaccin, les deux portent le masque médical. Et pour la personne ou patient qui va recevoir le vaccin, pour cette personne, c'est soit un masque médical ou non médical. Les deux sont bien, dépendant de l'individuel. Alors, on a parlé de ça avant l'administration des vaccins, on a parlé de ça dans une autre présentation, mais vraiment, c'est encore ici, on va traduire ça en français, et c'est la liste de contrôle de compétences en matière de vaccination de l'ONU pour le personnel de santé individuelle. Aussi, comme on a parlé dans une autre présentation, c'est la prise en charge d'anaphylaxie potentielle qui peut arriver avec le vaccin de COVID-19. Et puis la formation vidéo de dimanche sur des compétences en matière de vaccination de personnel soignant de la gestion de l'anaphylaxie après la vaccination COVID-19. Alors, ces deux sont en français aussi et c'est disponible ici. Alors, pour la sécurité des injections, procurez-vous et utilisez des dispositifs d'injection sécurisés. Des exemples sont des seringues autobloquantes et tout ça, mais si c'est pas disponible, il faut utiliser des seringes et des aiguilles stérilisées à l'usage unique. Tous les injections sont faites avec des seringes et des aiguilles uniques, mais quelques sont autobloquants et quelques ne sont pas. Ça dépend du clinique. Alors encore, on fait l'hygiène des mains avant de préparer le matériel d'injection. Et pour éviter la contamination des flacons, parce que des flacons à plusieurs doses de vaccin, on veut essuyer le septum de l'alcool à 70% avant de percer le flacon et laisser sécher ça à l'air libre. On veut percher le septum avec des aiguilles stériles à chaque fois qu'il est utilisé. Alors, comme j'ai dit avant, on ne réutilise pas des aiguilles. Si des flacons sont multidoses, assurez-vous que les mesures visant à éviter la contamination sont systématiquement appliquées. Alors, comme j'ai juste dit, aiguille stérile doit être utilisée chaque fois. C'est une aiguille unique quand le septum d'un flacon multidose est percé. Et ne laissez jamais une aiguille dans le bouchon du flacon. Étiquetez le flacon multidose en indiquant la date de la préparation, de la première utilisation et le jeter au moment voulu. Et jetez immédiatement le flacon multidose si la stérilité est mise en doute ou comprise ou s'il n'est pas correctement étiqueté avec la date d'entrée originale. Alors, vous pouvez voir ici que c'est un flacon multidose ici. Alors, comme on a dit dans les autres présentations, c'est important de suivre les directives de fabricants pour la conservation, la reconstitution et l'administration du vaccin. Pour la préparation de la peau au point d'injection, nettoyez la peau visiblement sale avec de l'eau. Et puis, désinfection de la peau avec de solutions alcoolisées à 60 ou à 70% avec quelque chose comme ça. Et juste assurer que l'alcool est séché avant de faire l'injection. Alors, pour le nettoyage et désinfection de l'environnement, on prépare chaque injection dans un endroit propre et désigné.
On veut effectuer un nettoyage régulier de l'environnement au moins 2 fois par jour. Et c'est des choses comme ici, on peut voir des téléphones personnels et tout ça dans les photos ici sont ce qu'on touche plus souvent. Alors, on a besoin de faire le nettoyage plusieurs fois par jour. Assurer d'accorder une attention particulière aux surfaces très touchées, comme ça. Pour des objets tranchants comme des aiguilles, par exemple, on va jeter immédiatement le seringue usagé et en une seule fois dans un conteneur pour des objets tranchants. Recueillez les seringes et aiguilles usagées au point d'utilisation dans un conteneur pour des objets tranchants fermés. C'est comme ici, c'est tout fermé. Étanche aux perforations, vous pouvez voir ça parce que c'est en plastique et aux fuites. Quand ce conteneur d'objets tranchants s'est rempli à 3/4, vous voulez utiliser une autre contenant. Alors, sceller les conteneurs d'objets tranchants pleins et les stocker dans des endroits sûrs en vue de leur transport et de leur élimination finale. Après avoir fermé et scellé les conteneurs d'objets tranchants, sécurisez-les et éliminez-les dès que possible. On ne veut pas ouvrir ça, vider ça, réutiliser ça, on ne fait pas ça. Et on veut gérer les déchets pointus et tranchants de manière efficace et puis on doit respecter l'environnement aussi. Alors, c'est tout pour la présentation en français. Je veux juste vous montrer, il y a plusieurs ressources ici du CDC et de OMS. L'aide-mémoire de OMS, c'est important ici et ça parle de tout ce que j'ai juste dit dans la présentation ici, mais vous pouvez aller là pour voir plus. Et puis, des directives supplémentaires d'OMS sont aussi, et je vous recommande d'aller là et voir ces documents aussi et ces directives. Alors, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de contacter Dimanche. Bonne journée.